Bonjour à tous, hein. On va animer cette prochaine table ronde. Donc Pierre Rosa, moi je fais partie de l'ENE, on est une association, loi 1901, et on accompagne tous les industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le volet numérique de l'industrie 4.0. Je vais laisser Jean-Louis aussi se présenter et il va nous parler un petit peu des phages. Ah oui. Merci Pierre, donc Jean-Louis Allaire. Donc moi je suis en charge des expertises numériques chez Eiffage Energy System au sein de sa direction technique et je m'occupe en particulier des sujets d'intelligence artificielle. Et on est ravis avec Pierre de vous faire cette présentation ce matin. Voilà, on a une petite demi-heure ensemble. Là l'idée ça va être un petit peu de déchiffrer l'IA et de vous présenter différents cas d'usage. Vous avez dû peut-être écouter la table ronde précédente, hein. Il y a plein de choses qui se font autour de l'IA. Moi j'ai animé une douzaine de conférences sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes sur quels sont les cas d'usage de l'IA en industrie et pas uniquement ChatGPT. Voilà. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, on parle d'IA parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent, hein. Il y a la partie ChatGPT, hein, que tout le monde connaît. Moi j'aime bien demander dans la salle qui a déjà utilisé ChatGPT de manière personnelle, je pense, et dans le monde pro, dans vos entreprises. Ok. Effectivement, ça se démocratise de plus en plus. Moi, ça fait un peu plus d'un an qu'on fait la presse. Au début, il n'y avait personne qui levait la main. Maintenant, je trouve que tout le monde lève la main et commence à entrevoir les possibilités. Il y a NVIDIA. Ça parlait énormément aux gamers. Maintenant, je pense que les gens commencent à connaître NVIDIA. Voilà, on a les fameuses cartes graphiques qui permettent de faire ces fameux calculs et qui coûtent quand même assez cher. Et sur la partie réglementaire, on a l'Union européenne qui essaie d'encadrer la réglementation de l'IA avec l'IA Act. Une fois que j'ai dit ça, j'arrive plus à passer à la slide suivante, merci. Là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est comment on définit l'IA. Moi, je ne vais pas vous définir l'IA, hein, c'est pas mon métier. Mais par contre, j'ai pris la définition de Yann Lequin, hein, qui est un chercheur français qui est parti aux États-Unis et qui définit l'IA comme étant la capacité qu'aurait une machine à exécuter des tâches et à résoudre des problèmes normalement attribués aux humains ou aux animaux. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un système qui est capable d'apprendre, de raisonner et de prendre des décisions de manière autonome. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Et là, ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que généralement, moi, je vais voir des TPE-PME. Hein. Moi, mon spec, c'est 10-80 salariés. Et des fois, j'arrive dans des boîtes et on me dit, moi, je veux une IA et je veux qu'elle fasse tout dans ma boîte. Et là, je me dis, oula, on n'y est pas encore. Voilà. Ça, c'est le fameux concept d'IA forte. C'est l'IA qui aurait, comme vous et moi, une compréhension de tout, sur tout, et qui pourrait prendre des décisions sur tout. Généralement, la science-fiction, c'est Terminator et ça tue le monde. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est sur de l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle faible, c'est une IA pour faire une tâche donnée avec un jeu de données défini. Vous changez de tâche, vous changez d'IA, vous changez de base de données, il faut la réentraîner. Voilà. Après, peut-être que l'IA forte arrivera plus tard, mais ce n'est pas aujourd'hui. Par rapport à ça, ce qu'il faut voir, c'est que c'est compliqué de parler d'IA, hein, surtout à des industriels ou des gens qui ne connaissent pas, parce que la famille de l'IA, c'est gigantesque. Généralement, on voit juste ChatGPT, alors qu'en fait, dedans, il y a quand même plein de sous-familles. On a surtout le machine learning et le deep learning que je vais vous détailler après. Mais avant de détailler ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a ce qu'on appelle des systèmes experts. Les systèmes experts, c'est comme un docteur. Un docteur, il apprend plein de connaissances et il en retire des règles. Et ces règles-là lui permettent d'identifier plein de cellules cancéreuses. Et il y a plein de systèmes d'IA qui fonctionnent sur des règles comme ça, métier. Il n'y a pas de machine learning, il n'y a pas de deep learning, il n'y a rien là-dessus. C'est juste des règles qu'on pousse dans une machine. Et ça marche très très bien parce qu'on sait ce qu'on a poussé comme règle dedans. Après, si on veut le rendre apprenant, on va passer sur du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? Il nous faut des données. Il faut pas mal de données là-dessus. Donc, il y a plein de chercheurs, surtout Fefeli, qui est une chercheuse américaine, qui a lancé ImageNet. Peut-être que vous en avez entendu parler. ImageNet, c'est une banque de données où on peut annoter des images et dire là-dessus, je vois un chat, je vois un chien, etc. Et ça nous permet de créer plein de banques d'images qui sont annotées et qui vont nous servir à entraîner des modèles d'intelligence artificielle, surtout sur la partie machine learning. Voilà. Donc là, on passe sur la partie entraînement. On envoie nos données et une fois qu'on a entraîné, on a ce qu'on appelle un modèle entraîné. Notre modèle entraîné, après, il faut aller le tester avec des données de test. C'est-à-dire, moi, je l'ai entraîné pour reconnaître des chats et des chiens, donc je vais lui pousser des chats et des chiens, et si ça marche, normalement, il doit me dire en sortie qu'il y a des chats et des chiens. Voilà. Ce qu'il faut retenir dans le machine learning, c'est que du coup, on peut avoir des données qui sont étiquetées ou non étiquetées. Moi, des fois, j'ai des industriels qui me disent j'ai pas envie d'avoir une banque d'images où il y a écrit là, il y a un boulon et là, il y a une vis. Donc, est-ce que j'arriverai à faire du machine learning sans dire que là, il y a un boulon et une vis? Donc ça va dépendre et on va avoir différents apprentissages supervisés, non supervisés. Et là, ça va être le travail de l'ingénieur en IA d'identifier quel algorithme on va utiliser pour votre cas d'application.
enfin, on a le deep learning que les gens commencent à connaître. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une sous-catégorie du machine learning. Et là, on passe avec des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est quand même assez simple à comprendre. Là-dessus, imaginons, on a une image de chat, et là plutôt de chien, et on va envoyer cette image-là. Et le but du jeu, c'est qu'en sortie, le deep learning, en tout cas l'IA, nous dise que c'est un chien. Donc, on va envoyer couche par couche. Les couches de réseaux de neurones, c'est quoi? C'est des réseaux où on va faire des opérations mathématiques, et ces opérations mathématiques sont pondérées, et on les passe aux couches suivantes. Voilà. Là-dessus, chaque couche a plus ou moins une application. Dans notre cas, on va détecter les pixels, on va essayer d'identifier les contours des pixels noirs, on va les assembler, on va reconnaître qu'il y a une oreille, qu'il y a un nez, une bouche, etc. Et on va voir que c'est un chien, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est assez compliqué à mettre en place, et on ne l'utilise pas non plus tous les 4 matins dans l'industrie. Eh bien, même si Pierre a extrêmement bien expliqué ce qu'était que le machine learning et le deep learning, je suis sûr que c'est des mots qui peuvent paraître complexes pour certains d'entre vous, et il n'y a absolument pas de honte à ça, parce que c'est finalement pas si simple. C'est pour ça que j'ai voulu vous afficher cette slide en fait, qui résume quelle va être la comparaison entre l'approche de l'intelligence artificielle avec des approches plus classiques en physique. Et là, pour le coup, c'est plutôt simple, promis, je vous explique. En approche traditionnelle, en automatisme ou au niveau des modèles, vous allez avoir des données d'entrée, des règles. Les règles, ça va être des fonctions de transfert, par exemple, des équations, des choses qu'on a appris à l'école. Vous prenez les données d'entrée, vous les mettez dans les règles, vous obtenez des données de sortie. Y égale f de x. Ce n'est pas un niveau en maths extrêmement avancé, je vous l'accorde. Avec l'intelligence artificielle, on change de paradigme. On a des données d'entrée, on a des données de sortie, et on va refabriquer les règles, les équations, à partir des données. C'est l'intelligence artificielle qui va générer automatiquement un modèle à partir des données. Et c'est pour ça qu'on parle de machine learning, d'apprentissage machine. Donc par rapport à ça, voilà, on a une petite présentation rapide. Le but du jeu, c'était de vous représenter et surtout de retenir que l'intelligence artificielle, c'est pas juste ChatGPT. Si on voit le graphe à côté, c'est vraiment une sous-partie du deep learning, vraiment. Voilà. On est sur l'intelligence artificielle faible, donc qui effectue une seule tâche donnée pour une problématique donnée. On a notre modèle d'IA qui est le résultat de l'algo, et derrière, bien sûr, c'est des maths. Il y a des algorithmes mathématiques. Une fois que j'ai dit ça, comme je vous disais, dans l'entreprise, moi, quand je donne des cas d'usage à des industriels, je pourrais prendre toutes les fonctions de l'entreprise et dire, là, il y a des cas d'usage en IA, ici, ici, ici. Super barbant, je vais vous endormir et ça ne va pas être très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA, ça reste un outil, une solution à un besoin et un irritant. C'est ce qu'on dit aux industriels. Il faut déjà rechercher votre besoin et vos irritants et se dire, potentiellement, oui, on va mettre de l'IA ou non, on ne va pas mettre de l'IA et on va passer sur une autre solution. Voilà. Et pour avoir cette réflexion-là, il faut déjà se dire où est-ce que l'IA, elle est pertinente ou pas pertinente. Ce qu'il faut voir, c'est que l'intelligence artificielle, ça marche très bien sur 4 types de données. Ça marche très bien sur de l'analyse de langue. Dès qu'il va y avoir du texte à analyser ou extraire du texte, ça marche très bien. Sur tout ce qui va être la parole, l'audio, là, comme on est en train de parler, ça marche très bien. La vision, l'analyse d'image ou l'analyse de vidéo. Ou, enfin, les autres données. Les autres données, c'est le truc un peu plus nébuleux. Ça va être toutes les données de l'entreprise. Voilà, c'est comment on va exploiter et analyser ces données. Donc là, on va vous donner quelques cas d'usage là-dessus. On ne va pas faire le cas d'usage du texte sur du chat GPT, sur ce genre de choses. Par contre, on va essayer de vous donner d'autres cas d'usage un peu plus intéressants. Je te laisse la main, Jean. Merci Pierre. Oui, je vais vous présenter ce cas d'usage qu'on a réalisé pour une de nos équipes. Alors c'est une de nos équipes qui est confrontée au quotidien à des centaines, voire à des milliers d'alarmes qui sortent d'équipements qui permettent d'assurer les opérations à l'intérieur de tunnels autoroutiers. Imaginez que vous avez des kilomètres de tunnels, des centaines de capteurs, des milliers d'alarmes qui remontent chaque jour. En l'occurrence ici, c'est un cas réel d'une grande métropole française. Il y a 1 500 000 alarmes par an qui sont générées par ces systèmes. Et là, vous avez des humains qui, avec leur petit Excel, sont en train d'analyser ces données pour dire la semaine prochaine, demain, parce que c'est urgent, ou le mois prochain, parce que je peux le planifier, je vais faire telle opération de maintenance qui finalement correspondent à une réponse à un problème qui est visible dans ces alarmes. C'est un travail extrêmement fastidieux. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une intelligence artificielle qui traite ces données-là
et qui, par un premier niveau, va faire une analyse statistique sur ces données pour pré-mâcher le travail des techniciens de maintenance. Donc ça leur a fait gagner beaucoup de temps, à peu près 400 heures par an sur ce périmètre-là, donc c'est plutôt énorme. Et je dirais même que c'est plutôt 800 parce que plutôt que de faire du Excel, ils font leur métier sur le terrain. On est allé un cran plus loin puisqu'on a aussi créé une intelligence artificielle qui permet de prédire certains événements. Alors comment ça marche? C'est pas magique. C'est un petit peu comme va faire Amazon pour vous dire achetez un câble HDMI parce que vous avez mis un moniteur de PC dans votre panier. Ce sont en fait d'autres clients qui ont fait la même association. Et on va faire pareil avec les alarmes. Si vous avez une alarme A qui survient le lundi, une alarme B le mardi et une C le mercredi, et que ce schéma se répète de manière récurrente dans les données du passé, le système va être capable d'apprendre cette séquence. Et la prochaine fois qu'il verra A lundi et B mardi, il vous dira il y a 72,3% de risque que tu aies C demain. Tu peux donc réserver un créneau d'intervention, commander les pièces de rechange et réserver l'outillage. Tu avais aussi un deuxième cas à nous présenter. Absolument. C'est un autre usage de l'IA, toujours sur de la donnée, cette fois-ci industrielle. Ça tombe bien, on est à Global Industrie. Donc là, il s'agit d'une centrifugeuse qui permet de séparer différents composants dans une matière pour fabriquer des médicaments. C'est dans l'industrie pharmaceutique. Le souci du client, en l'occurrence, était que sa centrifugeuse se colmatait régulièrement, sans qu'il ne parvienne à expliquer pourquoi. Même le fabricant de la centrifugeuse n'a su expliquer pourquoi. Le problème, c'est que ça générait des pertes financières énormes, puisque industrie pharmaceutique oblige, colmatage de la centrifugeuse, on met tout le lot à la poubelle. Du coup, il a fallu trouver une solution, proposer plus exactement une solution, et on a eu l'idée de proposer à ce client un diagnostic avancé grâce à l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait prendre toutes les données existantes au niveau du système de supervision et de pilotage de la ligne de production du client. On a rajouté quelques capteurs sur la machine et on a fait travailler nos data scientists qui ont cherché des corrélations statistiques entre les moments où survenait ce problème et les différents moments de colmatage. Et grâce à cette analyse, ils ont réussi à guider le client vers la cause racine du problème que le client a pu résoudre. Et là, si on peut parler un petit peu d'argent, pour une prestation à moins de 50 000 €, il a réglé un problème qui lui en coûtait plusieurs centaines de milliers par an. Pierre a d'autres exemples, je crois. Effectivement, mais sur un cas, cette fois-ci un petit peu plus petit, hein. Là on est sur une TPE de 10 personnes. Ce qu'il faut voir, voilà, c'est que l'IA, ce n'est pas réservé normalement que aux grands groupes. Et là-dessus, lui, il avait une problématique. Il fait de la carte électronique, il recycle de la carte électronique. Donc il va dans des grosses usines, il démonte toute la ligne de prod et il récupère les cartes électroniques, il les retape et il les remet en vente sur eBay. Là-dessus, il y avait un problème parce que dans cette boîte, ils sont que 2 à connaître toutes les cartes par cœur. Sauf que quand ils reçoivent plein de cartes, ils ne peuvent pas tout analyser d'un coup. Donc ce qu'ils font, ils se sont dit on va utiliser l'intelligence artificielle pour éviter d'avoir cette connaissance dans la tête de quelqu'un, mais plutôt dans un logiciel. Donc ils prennent en photo, cette fois-ci, il n'a pas la carte parce que c'est un peu difficile de faire de la reconnaissance d'image de carte. Ils se sont dit toutes les cartes industrielles, de toute façon, elles ont des codes barres et des références, on va prendre en photo ce code barre et cette ref. Ce qui nous permet derrière de faire de l'OCR, d'aller extraire ces informations-là et au travers d'un scrapping sur Internet, ils vont aller sur tous les sites constructeurs et ils vont récupérer toutes les infos de la carte électronique et ils vont les rentrer dans leur logiciel. Ils récupèrent la tension, le voltage, toute la description technique, les fiches techniques qu'ils doivent remettre parce que quand ils revendent une carte, il faut la vendre avec la description technique, ce genre de choses. Voilà. Et après, ça le stocke dans leur logiciel de stockage et ça le met en vente. Donc ils ont gagné, hein, plutôt que de passer 45 minutes à aller chercher sur Internet les infos, les récolter, maintenant ça se fait en automatique en moins de 3 minutes. Ce qui est super, c'est qu'il a réussi à recruter une personne qui avant était une toiletteuse pour chiens et qui connaissait rien en carte électronique. Donc du coup, ça lui permet aussi d'ouvrir son champ des possibles sur la partie recrutement. Et puis même elle, en retour d'expérience, elle nous disait c'était un peu gamifiant parce que elle connaît pas la carte, elle la devine un petit peu, elle se dit est-ce que c'est ça? Elle appuie sur le bouton, hop, elle regarde, elle dit oh yes, j'avais la bonne réponse ou non, j'avais pas la bonne réponse. Voilà, ça l'amuse un petit peu aussi en plus. Et bien sûr, la fiabilisation des données. Sur un autre exemple, cette fois-ci, on est sur une ESAT. Là-dessus, donc ils emploient des travailleurs handicapés et ils font de l'ensachage de vis et de boulons pour après faire votre packaging, par exemple sur une armoire Ikea que vous allez monter vous-même. Bon, là, c'est sur d'autres exemples. Et le souci qu'ils avaient, c'est que cette personne non valide, elle devait après poser sur la balance
son sachet de vis et son sachet de boulons pour être sûr qu'il y ait les bonnes vis et le bon boulon, hein, parce que s'il vous manque une vis pour monter l'armoire, c'est un peu compliqué. Et en plus, il y avait une personne valide à côté qui s'assurait que le travail était bien fait. Donc là, ils ont dit stop, on va essayer de faire un poste connecté et on va passer avec de l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'image et s'assurer qu'on a le bon nombre de vis et le bon nombre de boulons. Et on lui dit, OK, c'est bon, tu peux faire de l'ensachage. Voilà. Donc sur cet exemple-là de la vidéo, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une caméra en haut qui vient regarder ce que fait l'opérateur. Et là, on la voit déposer toutes les vis et les boulons. Et on est en train de compter en temps réel combien il y a de vis et combien il y a de boulons. Et on décompte. Et une fois que c'est bon, le compte est bon, on lui dit « OK, c'est bon, tu peux faire l'ensachage ». Voilà. Donc je vous passe les détails. C'est quand même assez complexe à entraîner comme intelligence artificielle. Mais ça fonctionne super bien. Et donc, ils en sont au déploiement de 8 postes actuellement. Un dernier exemple, cette fois-ci plutôt orienté données. Là, on est sur une casse auto. Une casse auto, ça récupère des véhicules et soit ça les retape, soit ça les démonte. Donc, c'est ce qu'on appelle la préorientation. Et eux, ils reçoivent plus de 120 véhicules par jour et ils doivent faire cette préorientation là-dessus. Ils n'ont pas attendu l'IA pour faire un algo, ils avaient déjà un algo, mais qui faisait une préorientation bonne à 85%. Là, ils se sont dit, bah, stop, il faudrait peut-être essayer d'entraîner un modèle avec du machine learning et essayer d'augmenter cette préorientation. Donc là, c'était un peu de l'introspection. Ils sont passés avec une école et une école, bah, elle a identifié un modèle, elle a entraîné ce modèle par rapport à leur base de données et ils ont réussi à avoir une préorientation bonne à 92%. Et là, ça leur fait quand même gagner pas mal d'argent. Voilà. Ils ont fait un autre test sur l'évaluation de prix de vente. Ils ont testé, mais ils se sont rendus compte que c'était pas bon. Là, on avait une évaluation de prix de vente avec un modèle d'IA à plus ou moins 20% et ça ne leur correspondait pas. Et ils se sont rendus compte qu'il leur manquait des données pour que le modèle fonctionne. Mais ils ont dû le tester pour s'assurer que ça ne marchait pas. Voilà. Je passe un peu rapidement hein, parce qu'on a juste une demi-heure. Et je pense que c'est intéressant aussi de faire le parallèle là-dessus et de se dire ce n'est pas que réservé aux grands groupes, aux TPE, PME, mais il y a aussi tout un autre volet à prendre en compte si on veut lancer des projets d'IA. Absolument, merci Pierre. Parce que réussir ces projets d'IA, ça veut dire autre chose, ça veut dire collaborer. Alors, on dit souvent l'enfer, c'est les autres. Dans le cas de l'intelligence artificielle, je dirais plutôt que c'est la solution. Puisqu'en fait, pour rendre la vraie valeur de la data science et de l'intelligence artificielle, on va devoir faire collaborer 3 types de profils, minimum. C'est vraiment un minimum, j'insiste là-dessus, sinon ça ne marchera pas. Vous allez bien sûr avoir besoin d'informaticiens, parce qu'il faut des gens pour aller capter la donnée, la stocker, faire en sorte qu'elle ne soit pas cyber-attaquée, faire en sorte que vous ne la perdiez pas au moindre crash. Aussi pour nettoyer les données, c'est souvent la moitié d'un projet en termes de temps et d'argent, hein, c'est de préparer les données, de ce qu'on appelle le nettoyage. Vous allez aussi avoir besoin des data scientists. Data scientists, c'est un nouveau métier très en vogue. Ce sont des gens qui sortent des anciennes écoles de mathématiques et de statistiques, qui ont en plus une compétence informatique assez forte. Et on a vraiment besoin de ces gens-là parce qu'ils ont les outils mathématiques pour aller fouiller les données et fabriquer les fameux modèles, les équations, recréer les équations à partir des données, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et troisième compétence indispensable qu'on oublie parfois, c'est le métier. Le métier, c'est quoi? C'est les gens qui sont parfois propriétaires des données, ou tout le moins, c'est ceux qui comprennent la signification physique des données. Parce que finalement, une intelligence artificielle, c'est rien d'autre qu'une intelligence naturelle mise en boîte. Et donc, pour former l'intelligence artificielle, on a besoin de l'intelligence naturelle de ceux qui savent. Et voilà pourquoi c'est extrêmement important de désiloter les choses à l'intérieur de nos organisations pour réussir nos projets d'intelligence artificielle. Et vous l'avez deviné, passer à l'IA, c'est aussi de nouveaux métiers. Nouveaux métiers, j'ai parlé de data scientist, mais pour moi, il y en a 3 principaux. Certains en théorisent jusqu'à une dizaine, hein, mais pour moi, les principales familles, c'est ces 3-là. C'est le data scientist dont j'ai parlé tout à l'heure, le profil matheux statisticien. C'est le data engineer, ça c'est un informaticien plutôt spécialisé, base de données, flux, stockage, etc. Et enfin, on a un nouveau métier qui se développe, c'est le citizen data scientist. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est. Ça peut être vous tous. Voilà. Alors, à moins que vous soyez data scientist, mais il y en a peu, donc à mon avis, non. Par contre, des citizen data scientists, vous en êtes tous en puissance. Ce sont des gens qui connaissent leur métier, mais à qui on donne des outils statistiques abordables pour faire eux-mêmes leurs analyses de données et qui vont appeler au secours un data scientist quand ça devient trop compliqué. Donc, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle, c'est aussi une transition humaine. Tout à fait.
Je voulais juste rajouter peut-être le point sur la partie effectivement TPE-PME. Hein. On va s'imaginer sur une TPE de 10 personnes, ils ne vont pas recruter tout ça. Par contre, ils vont s'appuyer sur des prestataires. Et nous, le but du jeu, c'est qu'ils comprennent ce que font le prestataire et quels sont ces différents métiers aussi à l'intérieur et se poser peut-être la question de l'intégrer ou pas. Voilà. C'est vis-à-vis de cette dernière slide aussi qui est un peu le récap de ce qu'il faut avoir en tête pour faire un projet d'IA. D'abord, vous l'avez compris, c'est les données. Hein. Les données, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas de données, vous ne faites rien. Il ne faut pas juste des données. Il faut des données de qualité et en quantité suffisante par rapport aux problèmes que vous cherchez à résoudre. Alors, on parle souvent de big data. Aujourd'hui, il faut relativiser ce terme aussi pour des questions de sobriété. Il faut surtout la bonne quantité de données par rapport aux problèmes à résoudre. Évidemment, sur la gestion du texte, les grands modèles de langage, ChatGPT, etc., ce sont d'énormes volumes d'informations. Le deuxième point, c'est la puissance de calcul, parce que qui dit grande quantité d'informations à traiter dit nécessité d'une grande puissance de calcul. Et enfin, on vient d'en parler, l'autre point essentiel, et Pierre l'a très bien précisé, c'est les compétences au sein de l'entreprise, ou alors au moins la conscience de l'absence de ces compétences pour avoir le réflexe de faire appel à des spécialistes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. J'ai une dernière slide avec un QR code. Si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer la présentation. Hein. Voilà, on est une association. Le but du jeu, c'est de sensibiliser, de montrer que l'intelligence artificielle, c'est possible, qu'on peut le faire, qu'il y a plein de cas d'usage qui existent aujourd'hui. C'est peut-être pas la solution à tout, mais en tout cas, ça peut régler certains problèmes et c'est pas que réservé aux grands groupes, aux TPE, aux PME aussi également. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention en tout cas. Et comme avec Pierre, on a très bien géré le timing, il nous reste 4 minutes pour d'éventuelles questions si vous le souhaitez. Bonjour. Comment fait-on pour rapidement évaluer la fiabilité des IA qu'on a entraînées là? Évaluer rapidement la fiabilité. Eh ben avec les données de test, il faut juste s'assurer d'avoir des données de test et regarder si la réponse est bonne ou pas bonne. En général, ce qu'on fait pour compléter ce que dit Pierre, c'est qu'on va réserver un minima la moitié des données pour le test. C'est-à-dire qu'on va utiliser la moitié des données pour entraîner l'intelligence artificielle et l'autre moitié pour challenger le résultat. Hein, dans le cas d'une prévision, par exemple, on va prendre, je dis n'importe quoi, si on fait un modèle de prévision de l'évolution d'une ligne à grande vitesse, par exemple, on l'a fait ce cas-là, hein, c'est pour ça que j'en parle, et on a pris les 2 premières années de données pour entraîner le modèle et les 2 années suivantes, donc toujours du passé, pour challenger si le modèle aurait prévu correctement le futur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, après vous pouvez venir nous parler aussi après la conf. C'est une question un peu bête, mais je suis étudiant et j'entends souvent parler de l'IA, surtout j'utilise ChatGPT. Et je voulais savoir si pour les avenirs, pour demain, l'IA peut dépasser, peut contrôler. C'est des questions que tout le monde se pose. Et à chaque fois qu'on recherche sur Internet, on n'a pas absolument la réponse. Mais est-ce que l'IA peut contrôler plus tard, peut nous diriger, voilà, parce que c'est, comme on dit, les données, c'est le carburant. Et nous, on n'exploite pas au maximum nos propres données à nous. Est-ce que l'IA peut... Ouais, je vais trop loin, mais voilà. Non, mais c'était un peu l'exemple que j'avais donné au début sur l'IA forte, IA faible. Et effectivement, c'est cette notion d'IA forte qui aujourd'hui n'existe pas ou n'existera pas. Cette IA qui est capable de prendre des décisions sur tout et n'importe quoi et d'avoir une conscience comme l'être humain. Il y a des scientifiques qui pensent que ça arrivera demain, et il y en a d'autres qui disent que ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle faible, et cette intelligence artificielle faible, il faut l'entraîner avec seulement une donnée en particulier et pour un job en particulier. Si vous changez de tâche, elle ne va pas comprendre et il faudra changer de modèle et tout réentraîner. Voilà. Donc on n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est un bon assistant et il faut l'entraîner sur vraiment une chose en particulier. Peut-être une dernière question si vous avez, sinon on va s'arrêter là. Bon, je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Merci à tous.